Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast In Shape to Grow, le podcast qui a pour mission d'inspirer les entrepreneurs, les indépendants et les coachs à mettre leur santé au cœur même du business plan. Dans cet épisode, je suis très heureux de vous présenter le travail et la carrière d'Yves Pat, à la base sociologue, mais aujourd'hui également coach en CrossFit, porteur de projets et consultant. Vous allez d'ailleurs découvrir un parcours très interpellant qu'il a d'ailleurs présenté lors d'un TED Talk il y a quelques années en présentant le concept de backpack entrepreneur. Je ne vais pas en dire davantage, mais c'est ce qui m'a tout de suite intéressé dans le profil d'Yves, c'est qu'on ne le définit pas par un métier, mais par des compétences. Finalement, il crée son profil au fur et à mesure des missions et des expériences. J'espère à nouveau que cette interview vous inspirera autant qu'il m'a inspiré. Chaque entrepreneur, chaque invité vous présente sa vision de l'entrepreneuriat, sa vision de la santé, et j'espère que ces éléments peuvent petit à petit vous aider à mettre votre santé au cœur même de votre business plan et grâce à ça, de développer à un niveau supérieur votre mission, votre entreprise. N'hésitez pas, comme à chaque fois, si vous avez des questions, de les poser directement à Yves à travers les réseaux sociaux ou vous pouvez également mettre vos questions en commentaire. D'ici notre prochaine interview, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi et surtout, prenez soin de vous. Eh bien, bonjour Yves, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour David, écoute, ça va très bien, une bonne journée de travail et puis là, je suis très très heureux de répondre à tes questions. Ben oui, et justement, en préparant cette interview, je suis revenu sur des échanges qu'on a eus en 2013 déjà, où on échangeait sur la communication en général. On verra un petit peu comment s'est développée ta carrière. Et je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui parce que justement, tu as plusieurs casquettes. Ce podcast qui veut encourager et en tout cas inspirer les entrepreneurs à mettre leur santé comme priorité. On verra que là, j'ai des questions qui permettront, je l'espère, à ceux qui nous écoutent, d'amener un peu plus de clarté dans cette notion de santé. Mais est-ce qu'avant de commencer justement à parler plus technique, est-ce que tu me permets de revenir sur des éléments clés de ta carrière? Oui, tout à fait. Tout De à ta fait. carrière et de ta vie, puisque tu as partagé quelques éléments de ton adolescence, de ton enfance, et donc tu as baigné finalement dans une ambiance extrêmement saine dès le départ, ce qui est vraiment, en tant que parent, on s'en rend compte à quel point aujourd'hui c'est important, mais tu étais déjà dans le sport avec le basket, le foot, le jardinage, donc tu as mangé très tôt les fruits et Mhm. légumes du jardin, tu étais déjà d'ailleurs végétarien à l'époque. Ensuite, adolescent, tu as testé la viande et puis tu es reparti dans le végétarisme. Et puis, tu as adapté certains éléments de ta nutrition. On va en parler dans tes Mhm. routines. Mais ma première question serait, est-ce qu'à l'époque, quand tu étais adolescent, est-ce que tu avais déjà une idée claire de ta carrière en tant qu'adulte? Parce qu'aujourd'hui, justement, c'est un élément très intéressant dans ton parcours. Mais est-ce qu'à l'époque, tu avais comme ça une idée tip-top de ce que tu ferais quand tu serais grand? Pas du tout. J'ai vraiment, j'ai eu des phases tout à fait différentes avec des choix, ce que j'imaginais pour la suite tout à fait différents en fait. Euh, j'ai eu ma phase où je voulais aller dans le foot. Oui, Comme beaucoup de gamins qui jouent au foot, je voulais devenir d'accord. footballeur professionnel. Et puis après, bon, très vite, on comprend que on est choisi très très tôt et si on n'est pas choisi, c'est foutu, quoi. Donc après, je voulais aller dans le sport et je voulais être kiné sportif. Ça, c'était D'accord. mon truc. Et puis après, je sais pas, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui était plutôt la société, peut-être un peu dans une optique tu sais, adolescente, comme ça, un peu de révolte, etc. Donc j'ai Mhm. essayé de comprendre la société. Et puis comme j'aimais assez bien la science et la société, bah, finalement, les deux ensemble, c'était les sciences sociales et donc la sociologie. C'est vers ça que j'ai été. Ce qui n'empêche que j'ai un parcours enfin, j'ai fait plein de choses tout à fait différentes, quoi, au Oui, tout final. à Donc fait. j'avais aucune idée. Ouais. C'est ça, et donc c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, quand on voit ta biographie, et on en parlera de ton TED Talk que tu as fait il y a quelques années,
on a l'impression que le fil est tout tracé et que ce que tu as fait, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu présentes aujourd'hui, bah, finalement, quand on ne connaît pas effectivement toutes les questions et les changements que quelqu'un peut vivre, bah, de l'extérieur, on se dit, bah, c'était tout tracé. Mais évidemment, tu aurais pu devenir footballeur professionnel si ça avait été le cas, mais tu ne l'es pas. Non, non, pas du tout. Et du coup, en fait, je me suis toujours laissé guider par les opportunités Ouais, qui se présentaient. Ça, c'est vraiment le fil, enfin, le fil rouge de la démarche, c'est un peu ça, c'est de me laisser guider et de me dire, tiens, s'il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, je vais essayer d'aller vers ça. ouais, Et puis, il y a quand même toujours le contact avec l'humain, quoi. En fait, c'est finalement, dans ça. les différentes activités, il y avait quand même toujours ça et essayer d'aider les gens, d'apporter quelque chose. Passer ma journée devant un ordinateur ou de travailler juste avec des chiffres ou des C'est ça. choses, ça m'intéresse pas, c'est plutôt travailler avec les gens. Et du coup, voilà, après, chaque étape, finalement, m'a apporté des choses, des Oui. compétences en plus que j'ai pu amener dans les boulots suivants. Tout à fait. Et on va en parler parce que je pense que c'est vraiment un concept très intéressant aujourd'hui qui est passionnant pour un néophyte comme moi en termes de développement de la société. Mais donc, tu te lances dans les études en sociologie, tu vas même vers plutôt la recherche en sociologie. Durant tes études, ben, je pense, comme beaucoup d'étudiants, la nutrition est un peu mise de côté. Tu continues à faire du sport. Et puis après tes études, alors que tu es chercheur en sociologie puis consultant en politique publique, tu te remets un peu à la nutrition, à l'entraînement, tu étudies des icônes comme Frédéric Delavier, tu vois que j'ai de très bonnes informations. Mhm. Et tout d'un coup, en 2008, tu tombes sur un magazine et tu découvres le CrossFit que tu vas, par ta curiosité, comme tu dis, hein, tester très rapidement. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus que des machines et des poids à l'ancienne. Tu découvres également l'alimentation paléo. Jusque-là, tu n'es pas entrepreneur. Tu es Mhm. à ce moment-là, je pense, enseignant en éducation de la santé. Et 2010, tu te lances en tant qu'indépendant complémentaire, Mhm. justement avec cette casquette de coach en CrossFit, mais également en vendeur de vin. Je trouve ça une très belle combinaison. Mhm. On m'a toujours demandé si le vin était permis dans le régime paléo. Tu vas pouvoir me répondre. Ouais. Bah, Voilà. écoute, non, écoute, en fait, il y a, bah, j'ai plusieurs réponses. C'est une question qu'on me pose toujours aussi, hein. Ben oui, Une consommation très modérée d'alcool, de produits qui ont fermenté, qui ont créé de l'alcool, n'est pas mauvaise pour la santé. C'est le fait d'en boire trop, évidemment, qui est problématique. Les animaux laissent fermenter certains fruits, en fait, pour avoir un tout petit degré d'alcool. ouais, Et s'ils le font, c'est qu'il y a évidemment une utilité. Donc, voilà. Et en plus, donc je faisais ça avec mon beau-frère qui était chef, qui est toujours chef. D'ailleurs, il est maintenant en Afrique. Il a une émission une waouh, émission. Allez, je sais pas, il n'y a pas d'équivalent ici, mais c'est des chefs qui passent à la télé, qui cuisinent. Et ça s'appelle Recettes d'Afrique. Et c'est que des chefs africains, quoi. Et donc, à deux, lui cuisinait et moi, je m'occupais du côté pédagogique sur les vins naturels, donc les vins qui se sont transformés naturellement, on va dire, où c'est il n'y a ça. pas eu d'intrants chimiques. Et donc, voilà, il y avait quand même ce côté un peu des vins qui sont les meilleurs possibles pour la santé, meilleurs possibles pour l'environnement, etc. Tout à fait, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent les écrits de Dan Buttner sur les zones bleues, on voit que la plupart des zones bleues ben, consomment de l'alcool, Mhm. mais local, de saison, à faible pourcentage d'alcool, et que Mhm. c'est surtout le partage de l'alcool qui fait effectivement ce côté social et Tout à fait. intéressant, et pas Mhm. simplement boire de son côté. Et Ouais. du coup, à ce moment-là, tu fais plutôt un horaire de 6 à 22 heures. C'est un gros horaire. Puis finalement, tu passes à mi-temps. Et puis, tu passes à temps plein en tant que coach en CrossFit. Et donc, ma deuxième question à ce moment-là, c'est parallèlement à cette anecdote que tu racontes justement dans ton TED Talk, comme quoi acheter le Muscles and Fitness chez ton libraire du coin, ça te mettait un peu mal à l'aise, probablement parce que tu avais une image Mhm. d'enseignant, sociologue, c'est une certaine image. Quand Mhm. tu as changé de casquette et que tu es devenu coach CrossFit à temps plein, est-ce que tu as eu la même appréhension? Est-ce que tu as eu des freins, des peurs de se dire, j'ai fait des études universitaires sociologue et puis maintenant je suis coach en CrossFit. Est-ce que tu as eu de ces freins ou ces peurs?
pas vraiment des freins. En plus, comme tu disais en introduction, comme j'ai un père qui est plutôt sportif, j'ai toujours grandi dans le sport et donc à la télé, le foot, le Tour de France, le rugby. Enfin, on regardait tout ce qui passait à la télé en sport et tout. Donc, j'ai jamais eu ce côté intellectuel qui snob un peu C'est le ça. sport, quoi. Je joue au foot, j'ai joué au basket, etc. Par contre, enfin, donc, c'est vrai que les couvertures de muscles et fitness, ça, c'était un peu. C'est vraiment. En plus, bon, c'est l'extrême, quoi, hein. Les Ouais, mecs, bon, ouais. ils sont quand même souvent dopés, etc. Bon. Et donc, l'anecdote, c'est ça, c'est qu'en fait, n'osant pas trop acheter ça chez moi, j'achète ça un jour par hasard dans une gare à Ouais, ouais, Paris, en ouais. fait, où je revenais, parce que je travaillais en partie à Paris comme sociologue, quoi. Et du coup, j'achète, mais en fait, dedans, c'est super intéressant. Si on passe, Bien je sais sûr. pas si tu lis aussi, il y a vraiment du contenu intéressant, quoi. Et donc, ça m'a fasciné, j'ai continué à acheter ça. Euh, mais donc, du coup, euh, malgré tout, ce qui m'a intéressé quand j'ai découvert le truc sur le CrossFit, c'est que c'était plus mon style, quoi. Et en fait, Ouais. il y avait cet article sur le CrossFit, donc je teste le truc. Et en quelques minutes, je me retrouve par terre alors que je Ouais, croyais ouais. être en bonne condition physique. Donc je me dis, ça c'est génial, c'est pour moi. Je vais sur le net, crossfit.com. C'était la seule référence à l'époque. En CrossFit, il n'y avait rien d'autre que crossfit.com avec un entraînement tous les jours et des vidéos, etc. Et là, j'avais l'impression que c'était des mecs comme moi, en fait. Donc, c'était pas des bodybuildés, mais c'était plutôt Mhm. des C'est mecs ça. avec des shorts de surfeurs, skate, des tatouages. Et derrière, il y avait, au lieu d'avoir le type de musique qui est dans le fitness, qui est un peu de la musique un peu toutou YouTube comme ça, tu vois, là, c'était plutôt du punk hardcore. Ouais, j'étais là, ouais, là, ça me parle, quoi. Et Ouais. donc, c'était déjà une image un peu différente. Et le CrossFit a toujours quand même une image un peu différente. C'est beaucoup des gens, beaucoup de reconversions dans le CrossFit, surtout dans le CrossFit belge. Si tu vas voir un peu les gérants de salle ou les coachs, tu vas trouver des gens qui étaient policiers, Ouais, ouais. pompiers, enseignants, enfin, banquiers, tu trouves plein de choses comme ça. Donc c'est déjà un peu différent. Par contre, oui, dans certains milieux, parfois on me renvoie comme ça, ouais, mais le sport, bon, Bah oui. j'ai une anecdote comme ça. Donc, dans les milieux liés à tout ce qu'on appelle la transition, donc un Oui, peu des milieux, tout à fait. tu vois, où on essaie au niveau local, d'avoir des initiatives citoyennes, etc. Je fais une réunion avec quelqu'un qui est très, très fort dans ce milieu-là, qui est peut-être un peu un stéréotype de ce milieu-là. Et donc, bon, on fait une réunion, puis il cherche les gens qui étaient à la réunion sur Facebook pour garder des contacts avec eux. On se voit à la réunion suivante. Puis il me dit, tiens, voilà, je vous ai cherché sur Facebook. Et Yves, toi, je t'ai pas trouvé. J'ai trouvé un Yves Pat, mais c'est un type qui porte des poids, etc. Ça c'est pas toi quand même, c'est pas lié à la transition et tout. Et donc pour lui, j'avais une photo de profil avec un type qui, enfin, je portais, voilà, c'était mon type, je portais une barre, quoi. Et pour lui, ça c'était pas possible que c'était quelqu'un qui était dans ces milieux citoyens de la transition, Mhm. d'être aussi dans un truc qui ressemblait à de la gonflette, de la muscu, etc. Donc oui, on me l'a renvoyé parfois, quoi. Ben oui, et là tu soulèves quelque chose que j'ai aussi connu, hein. C'est comme si Mhm. dans le monde du développement personnel, ben, c'est le yoga, c'est le tai chi, on peut pas faire Mhm. de musculation ou de cardio parce que ça Mhm. c'est le monde de l'apparence, alors que le développement Mhm. personnel c'est le monde intérieur. Et quand on se Mhm. retrouve dans le monde du fitness, méditer, faire du yoga, non, non, ça c'est pour les gens qui sont Mhm. pas sportifs. Et donc ma question c'était justement le fait d'avoir changé d'identité, est-ce que toi ça t'a freiné ou pas du tout? J'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression que ça m'ait freiné. Et en plus, j'ai toujours fait comme ça, en fait. Je Mm. pense que euh, j'ai toujours essayé de pas coller à des C'est stéréotypes. ça. Et après, mon parcours fait que, de toute façon, je me balade toujours avec tout ce que j'ai fait avant. Et du coup, je crois que je colle pas à ce stéréotype-là. Ouais. Oui, exactement. Et ça, on va y revenir parce que je trouve que le concept de backpack entrepreneur que tu as présenté justement à Namur, c'était 2020, le TED Talk? Non, c'était 2019, je pense. Ok, parce que j'ai Ouais. pas retrouvé la date. J'aime bien situer un petit peu parce que justement, il y a le avant 2020 et puis il y a Mhm. le après malheureusement et on va Mhm. en parler. Et donc, eh bien, en 2012, tu es temps plein en tant que coach CrossFit. 2013, tu deviens head coach à Waterloo dans une salle qui s'ouvre. Et un an plus tard, tu ouvres ta propre box de 2014 à 2017. De loin, je te suivais énormément parce qu'effectivement, la manière dont vous avez communiqué et fait développer cette box était assez innovatrice finalement en Belgique, hein, de mettre en avant
les qualités du CrossFit et de la communauté qui allait autour. Donc, tu l'as géré jusqu'en 2017 avec un partenaire, puis tu as abandonné tes parts et tu as lancé ta propre entreprise qui est porteuse de projets plutôt en sociologie et en communication, qui est Innovons SCS. Tes clients, des salles de sport, des communes, évidemment, en mars 2020, pardon, il a fallu s'adapter. Mais lors de ton TED Talk, justement, tu parles des 5 étapes pour se réinventer, changer de carrière. On ne va pas trop en parler comme ça, on va faire un peu de teasing sur ce TED Talk et renvoyer ceux qui nous écoutent à aller l'écouter parce que je trouve qu'il est bien ficelé. Et d'ailleurs, après notre interview, j'aurai une question à te poser, mais je le ferai après. Mais dans ce TED Talk, tu parles d'une mission, donc la mission qu'on peut porter justement, au lieu de porter finalement un métier. Et donc, c'est un petit peu en relation avec la deuxième question que je t'ai posée au niveau de l'image. Mais finalement, c'est vrai que quand on se présente, on se dit, voilà, David Germeau, entraîneur, ou David Germeau, nutritionniste. Déjà, c'est compliqué parce que quand on a plusieurs casquettes, les gens s'en mêlent un petit peu. Chez toi, c'est encore autre chose, puisqu'il y a la sociologie, il y a porteur de projet, il y a des projets de transition, il y a coach CrossFit. Aujourd'hui, il y a Backpack Entrepreneur. Quelle est ta mission finalement, toi? Est-ce qu'avec le temps, ces compétences, tu as maintenant pu ficeler quelque chose de fixe ou est-ce que c'est encore en perpétuelle adaptation, évolution? Je pense qu'il y a le noyau, si tu veux, c'est essayer de reprendre les choses en main. Donc, c'est cette idée un peu d'empowerment Oui. et qu'on peut du coup décliner en reprendre en main son alimentation, reprendre en main sa santé, reprendre en main son corps, reprendre en main son parcours professionnel, reprendre en main son pouvoir politique. Et c'est peut-être là-dessus que je suis plus maintenant. L'idée en tant que citoyen ou citoyenne, comment est-ce qu'on peut réellement avoir du pouvoir et donc utiliser cette part de souveraineté qu'on a pour décider des choses qui nous concernent. Mais finalement, il y a toujours cette question-là. Et le mot en anglais, il n'y a pas vraiment de mot français, c'est empowerment. Je pense que c'est ça qui me fascine toujours et que j'ai du coup décliné dans les différentes activités, quoi. Donc ça, c'est ton fil conducteur. Donc finalement, que ce soit la sociologie que tu as appris de manière, que tu as étudié de manière très académique, mais à côté de ça, les qualités, l'expertise que tu as développée en tant que coach CrossFit, hein, parce que dans ton TED Talk, on l'entend, tu as commencé d'abord à t'entraîner, d'abord à souffrir 10 minutes. C'était la première expérience, et puis à t'entraîner, et puis à entraîner une personne, deux personnes, et puis finalement à monnayer tout ça. Donc ça, c'est quelque part, c'est le même processus que tes études en sociologie, sauf que ça ne s'est pas fait avec un chapeau une casquette qu'on lance après 4 ans d'études et de souffrance. Mais il y a de la souffrance aussi derrière quelques WOD en CrossFit. Donc finalement, ce sont toutes des compétences que tu as acquises, que tu prends, et puis finalement, il y a ce fil conducteur qui te permet d'avoir quand même un lien, parce que mon épouse, on lui reproche souvent, parce qu'elle a un parcours aussi assez particulier, d'avoir été picorée à gauche, à droite et ne pas savoir ce qu'elle veut. Mais en fait, si il y a un fil conducteur, et ça, il faut pouvoir le trouver, et ça, effectivement, c'est le empowerment dont tu parles, et après, tu le déclines, comme tu le dis, soit en termes de citoyenneté, soit en termes politiques, soit en termes de santé. Oui, c'est ça. Et enfin, j'aurais certainement pu me consacrer juste à une seule chose et ne faire que ça. Enfin, je veux dire, j'aurais été plus loin, probablement, dans chacun des domaines si je n'avais fait que ça. Mais ça, c'était pas ce que j'avais envie de faire. J'avais envie justement d'avoir quelque chose de plus transversal comme ça. Et finalement, c'est la même chose qu'on retrouve dans le CrossFit, parce que dans le CrossFit, on fait un peu de tout, et donc on est bon en rien, c'est ce qu'on dit souvent, hein. Si on faisait que de l'haltérophilie, on serait meilleur en haltérophilie. Si on faisait que de la course de fond, on serait meilleur en course de fond. Si on faisait que de la gymnastique, on serait meilleur en gymnastique. Mais là, dans le CrossFit, on veut tout faire, et donc on est un peu bon dans tout, mais très bon dans rien, quoi. Moi, c'est un peu la même idée, en fait. Je trouve que c'est plus intéressant, ça amène plus de résilience aussi, justement, quand il se passe quelque chose comme ce qui s'est passé en 2020 avec la pandémie. Ça permet d'avoir plus de compétences comme ça. Ça rend moins fragile, quoi, que de mettre tous ses œufs dans le même panier, d'avoir toutes ses compétences dans un domaine, dans un poste. Quelqu'un qui s'est très spécialisé dans quelque chose. Alors peut-être qu'il n'y a que lui en Belgique qui peut occuper ce poste-là. Alors évidemment, il a un vrai pouvoir, hein, parce qu'on va vouloir aller le chercher pour ce poste-là, mais si pour une raison ou une autre, ce poste n'existe plus,
toutes ces compétences sont liées à ce poste-là et ça le rend relativement fragile, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est ce qui m'intéresse énormément dans les différentes interviews que je fais, c'est d'avoir des profils comme les tiens qui ont des expériences, des approches transversales. Penses-tu que c'est l'avenir, qu'on doit vraiment se tourner vers moins de spécialisation dans un domaine et plus d'ouverture, ou est-ce que c'est finalement une certaine catégorie de la population qui sera capable ou qui aura envie de passer dans cette optique-là? Je pense que moins le monde du travail est sûr, au mieux, c'est intéressant d'avoir une espèce de palette de Oui, compétences. Je pense que le modèle où on rentrait dans une entreprise et puis on faisait toute sa carrière dedans, ça c'est une période qui est révolue. D'abord, il y a de moins en moins de gens qui veulent ça, mais même souvent, enfin, il y a plus aucun boulot qui est sûr en fait. oui, Et donc du coup, se dire je rentre là puis je vais faire toute ma carrière, donc je vais vraiment me spécialiser là-dedans, c'est probablement pas un bon calcul, quoi. oui, Et même si l'entreprise persiste et que ce poste persiste, il y a toujours le risque à un moment de se lasser oui, ou de tomber dans des conditions de travail qui sont atroces parce qu'on a un collègue ou un petit chef qui est catastrophique, etc. Et donc l'ambiance de travail est pourrie. Et donc on a des gens comme ça qui se disent, mais moi je suis fait pour ce poste-là, j'ai mis toute mon énergie, toutes mes études, etc. Et puis en fait, je ne suis pas heureux là-dedans. mm, Et ça, c'est catastrophique. Alors, c'est comme ça que les gens font des burn-out, des dépressions, parce qu'ils se disent, mais en fait, je ne sais rien faire d'autre. oui, Et j'ai d'ailleurs fait des petites formations pour leur montrer que si, probablement, ils savent faire plein d'autres choses et qu'il y a moyen, justement, comme j'explique dans le TEDx, d'essayer de vivre de choses qui nous intéressent. Et c'est comme ça que j'ai suivi des gens qui bifurquent de carrière et parfois oui, qui ont des boulots très prestigieux. Disons, d'un point de vue social, ces gens travaillent, ils sont avocats, médecins, ils travaillent à la Commission européenne, etc. Et puis en fait, ils ne sont pas du tout heureux dans leur boulot. Et ça on ne tient jamais longtemps pour recoller à mm, la question de la santé. On peut essayer de se forcer pendant un moment, mais à un moment, c'est justement le corps qui va lâcher, quoi. mhm. Et donc, ces gens-là, à un moment, ils sentent que ça va plus. Et donc, ils ont envie, alors qu'ils ont des boulots prestigieux, ils ont envie de donner des cours de flûte, enfin, tu vois, d'être photographe, d'avoir un petit food truck avec des smoothies, enfin, des trucs comme ça qui paraissent beaucoup moins prestigieux, où c'est sûr qu'ils vont gagner moins d'argent, mais ils ont envie de faire ça parce qu'ils sentent bien que leur boulot prestigieux, ils vont plus arriver à le tenir longtemps, quoi. C'est ça, et soit parce qu'ils ont fait un choix qui n'était pas un choix réfléchi et mature, parce qu'à 18 ans, moi je me souviens, je suis parti dans le sport, mais j'ai quand même hésité la veille de rentrer à l'université si j'étais fait pour ça ou pas. Donc Mhm. effectivement, on est immature et on n'a pas, on a plus le service militaire, mais on n'a rien d'autre qui nous a permis d'avoir une première expérience avant de se lancer dans une carrière Mhm. de professionnelle. Mhm. Ou alors, est-ce qu'il y a aussi des périodes, on pourrait très bien être un excellent avocat pendant 15 ans, Mhm. avoir tout donné pour cette profession et puis se dire, ben là, j'ai envie de faire autre chose ou Mhm. je me sens capable de faire autre chose. Oui, tout à fait. Tout ça existe en fait, hein, mais c'est pas prévu dans un peu notre modèle du travail en Oui. Belgique. Donc le fait de changer de carrière comme ça du tout au tout, c'est pas prévu. Ce qui est pas prévu non plus, c'est de faire plusieurs choses en même temps. Ce qui pourrait y avoir quelqu'un qui dit voilà, moi j'aime être avocat, mais faire ça 5 jours par semaine toute ma vie, Mm. je sais pas. 3 jours semaine avocat, ce serait bien, mais j'ai envie aussi d'être maître nageur 2 autres jours et j'ai envie je sais pas, moi, je fais de la peinture, j'aimerais bien aussi être peintre et donner des petits Ouais. cours de peinture. Ouais. Mais en fait, en Belgique, c'est compliqué d'avoir des statuts multiples comme ça, parce qu'alors, du coup, on a un temps plein, plus indépendant, ben, on va être surtaxé, aux impôts, ça va être catastrophique. C'est vraiment pas facile d'arriver à gérer plusieurs activités en même temps d'un point de vue purement organisationnel, juridique, quoi. Administratif, oui. Et dans Ouais. les freins personnels, en dehors des freins administratifs Mhm. et éventuellement juridiques, quels sont les freins que tu vois chez les gens que tu as éventuellement accompagnés ou encadrés dans cette transition? Est-ce que c'est cette identité, ils étaient associés, effectivement, quand on est Mhm. avocat, Mhm. après 15 ans, changer de carrière, il y a cette estime de soi, il y a cette Mhm. confiance. Qu'est-ce que tu leur donnes comme, à ce moment-là comme piste ou comme outil pour pouvoir changer ça? Donc, tu as raison qu'effectivement, ce qui les freine, c'est l'entourage, souvent. En fait, Ouais. qu'est-ce qu'on va dire, quoi? On va te dire, mais tu avais un bon boulot, est-ce que tu n'es pas en train de tout gâcher là en suivant Mhm. cette passion, etc. Et donc, disons que souvent, quand les gens que j'ai suivis à ce niveau-là, euh, ces gens-là étaient déjà en train de faire l'expérience vraiment de l'impossibilité de continuer dans le Mhm. métier où ils étaient. Ils étaient en pré-burnout, en Mhm. burnout, en post-burnout. Euh, et donc, les freins,
c'est leur montrer les étapes, en fait, pour y aller petit à petit. En fait, ce qui est aussi, ce qui fait peur, c'est de se lancer comme ça, à partir de rien, et donc montrer qu'il y a moyen de le faire progressivement, ce que j'ai toujours fait, et montrer qu'en fait, à partir du moment où on suit quelque chose qui nous passionne vraiment, on sait y mettre beaucoup plus d'énergie, en fait, Mm. aussi. Et donc, du coup, il y a une espèce de cercle vertueux parce que on est, ça, c'est pas fatigant de travailler un petit peu plus, on est vraiment motivé à se lever le matin, etc. Et donc, du coup, voilà, les remettre dans cette optique-là, dans une vision du travail qui est différente, du coup, où on peut s'amuser en travaillant, on peut prendre du plaisir en faisant ce qu'on fait, gagner de l'argent avec ça. Je pense que c'est ça le principal. Et éventuellement s'entourer de personnes qui vont encourager ce changement, parce que quand on est seul, tu le dis, hein, face à la famille, face à l'entourage qui te connaît, Mhm. ben, finalement, on n'a que des retours négatifs, donc c'est pas évident d'aller contre des retours Mhm. négatifs. Est-ce qu'à ce Mhm. moment-là, c'est utile de pouvoir s'entourer de personnes qui sont déjà soit en changement, soit après un changement, pour Mhm. justement recevoir des feedbacks positifs? Oui, tout à fait. L'idée d'avoir des bons exemples, même parfois des mentors, hein, des gens Oui, qui suivent un peu, c'est super important, ça c'est clair. Mhm. ok. Et du coup, dans cette idée justement de empowerment, quelle est toi ta définition de la santé et que fais-tu en tant qu'entrepreneur, papa aussi, pour gérer ta santé avec aujourd'hui, ben, suite à la pandémie, ben, tu avais que des clients qui étaient en chômage technique finalement, avec des clients dans le Mhm. monde du fitness, des clients dans les communes. Tu n'as plus pu faire ton activité à 100%, donc tu as pu rebondir avec un mi-temps. Mais comment tu définirais aujourd'hui la santé? Comment toi, tu fais pour rester optimiste, plein d'énergie, en forme? Donc ça, c'est une vaste question, évidemment, une définition de la santé. Ma définition de la santé, elle est la plus simple possible, c'est d'avoir un mode de vie assez simple. Ouais. Euh, Comme je disais dans les discussions qu'on a vues au préalable, j'ai la chance, je pense, d'aimer m'entraîner. Mm, mm. Donc c'est pas, je ne me force pas du tout. Certains se forcent parfois. J'en connais qui sont même parfois très très bons dans leur sport, mais ça reste pour eux une espèce Une obligation. une obligation. Ils se disent Mm. voilà, je dois m'entraîner. Alors du coup, ils doivent trouver des raisons enfin des manières de se motiver, etc. Ça, c'est pas mon cas. J'aime vraiment m'entraîner, donc du coup, j'aime faire du sport en fait. Et donc, le sport que je pratique le plus, c'est une forme d'entraînement puisque c'est le CrossFit. Et donc voilà, j'arrive à continuer à m'entraîner. Et comme j'ai commencé avant qu'il y ait des salles CrossFit, je m'entraînais du coup chez moi, je m'entraînais en extérieur. J'adore m'entraîner en extérieur. Du coup, j'ai continué, même pendant la pandémie avec des salles fermées, etc. J'ai commencé à faire du CrossFit comme je faisais avant que les salles existent finalement, donc chez moi ou en extérieur, avec des choses très très simples. Et puis, du coup, l'autre version de enfin, l'autre dimension de la santé plutôt, qui est super importante aussi, évidemment, c'est l'alimentation, où j'essaie de manger le plus naturellement possible, comme on a mangé durant des millions d'années. Euh, une chose importante aussi, c'est évidemment quand on est justement entrepreneur dans le domaine du sport et de la nutrition, je trouve que c'est important de montrer l'exemple. Bien sûr. Du coup, il y a une espèce d'obligation aussi où on ne peut pas se laisser aller et puis préconiser de faire du sport et de manger sainement et puis de pas du tout le faire, quoi. Donc, du Ouais. coup, ça force aussi à le faire. Et donc, du coup, voilà, j'ai continué à manger plus sainement possible, selon le modèle de Paleo, comme on dit. Même je ne suis pas un ayatollah du truc. J'ai une version très, très cool de ça, mais c'est l'idée est vraiment de manger le plus naturellement possible. J'ai un potager aussi. Je t'ai expliqué en introduction, Ouais. mes parents avaient un potager, et du coup, j'ai continué toujours à faire ça aussi. Et donc, j'essaie aussi de manger beaucoup de légumes du jardin. Voilà, et donc, parce que ça, effectivement, on n'en a pas encore parlé, mais tu as eu plusieurs périodes en tant que végétarien, puis tu as testé la viande à plusieurs reprises, et puis finalement, l'alimentation paléo, alors qu'avant, tu étais plutôt sur beaucoup de pâtes, hein, comme on a tous Mhm. été probablement un peu éduqués dans le monde du sport. Et donc, tu t'es rendu compte qu'effectivement, tu fonctionnais mieux sur un modèle euh, omnivore que végétarien. Enfin, en tout cas, Mhm. tu as suivi aussi un régime végétarien omnivore puisque tu étais sur le poisson et les œufs, mais que la Mhm. viande te faisait du bien. Et c'est vrai que c'est un sujet souvent controversé, même justement quand on le dit, hein, dans certains domaines, un peu dans le développement personnel ou dans probablement les projets de transition plus naturels, on voit Mhm. la viande comme étant
non naturel, alors que le paléo, ça existe bien avant d'autres régimes. Mais donc, soit tu l'as expérimenté et on est à ce moment-là sur la même longueur d'onde. Chacun doit pouvoir expérimenter son alimentation optimale Mhm. avec un point commun, et ça, je pense qu'on est tous d'accord, c'est la qualité alimentaire. Que ce Ouais. soit pour soi-même ou pour l'économie mondiale ou pour l'économie durable. Mais donc concrètement, en parlant de potager et de CrossFit, certains ont probablement en tête CrossFit, c'est 6 fois semaine, potager, c'est tous les jours. Tu travailles quand? Non, bonne question. Mais un bon potager bien géré ne demande pas tant que ça de main-d'œuvre. En fait, justement, j'essaie d'utiliser au maximum ce qu'on appelle un peu la permaculture. Oui. Et donc, en fait, c'est de laisser les choses s'autogérer. Ça marche assez bien. Donc, il y a des moments, effectivement, où il faut travailler un peu la terre, faire des choses. Mais après, l'idée, c'est de laisser aller, quoi. Donc, il ne faut pas aller tous les jours biner sa terre ou des choses comme ça, ou arroser. Donc, ça, on peut laisser faire. Alors, Euh, même ouais. si, que je t'interromps, même si c'est probablement un moment que tu apprécies, puisque tu l'as déjà fait étant petit, tu l'as Mm, dit à plusieurs reprises, c'est quelque chose que tu aimes faire, donc ce n'est pas une mm, obligation non plus de faire mm. ton potager. Ça te prend combien de temps en moyenne? Bon, ça dépend des saisons, évidemment, mais Ouais. en haute saison, quand tu dois vraiment être attentif au potager, ça te prend combien de temps sur une semaine? Sur une semaine, pas plus peut-être que en moyenne que 2 ou 3 heures pendant Deux la ou trois saison. heures. Oui, donc c'est tout à fait. On, on passe parfois 2 ou 3 heures sur les réseaux sociaux par jour, donc 2 ou 3 heures sur la Oui, non, semaine dans le non, potager, sachant tous les effets bénéfiques au niveau de la santé. à fond. Ok, Oui, non, c'est vraiment. c'est accessible. Ça peut arriver que, par exemple, la semaine, je travaille juste un peu l'après-midi dans le potager, le samedi après-midi, et puis après, le reste de la semaine, je vais juste voir un peu. Ouais. Un vrai combat, c'est contre les limaces. Et donc ça, il faut y aller tous les jours. Mais du coup, c'est allez, un petit quart d'heure le soir, je les attrape. Voilà. Mais sinon, non, ça ne demande pas tant que ça, quoi. Et puis, il y a des moments où il n'y a vraiment rien à faire, Ouais, juste laisser pousser, quoi. laisser pousser. Et du coup, dans tes entraînements, tu consacres Ouais. aujourd'hui combien de temps en tant qu'entrepreneur? Parce que tu as un mi-temps, tu as une famille, tu as des enfants, tu as des Mhm. entreprises à gérer. Ça te prend combien de temps sur la semaine? Idéalement, j'essaie de m'entraîner 3 à 4 fois semaine. Hmm. Voilà. Mais parfois, c'est 2 à 3 fois. Parfois, j'arrive à faire 5 fois. Mais disons que 3 à 4 fois, ça, c'est bien. Ça, c'est C'est mon ton rythme. équilibre. Ok. Voilà. Et donc, en variant, donc, comme on préconise dans le CrossFit, quoi, des choses plus avec de l'intensité. Parfois, je vais Ouais. juste courir. Parfois, c'est plutôt juste en force. Enfin, je varie, quoi. Et des entraînements qui durent 2 heures? Non, non, 1 heure, comme dans une salle, quoi, en fait. C'est ça. En 1 heure, il y a moyen de faire vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Tout à fait. Je t'ai posé, je t'ai Mhm. tendu une perche, hein, évidemment, parce que Mhm. on voit vraiment le CrossFit comme étant des volumes d'entraînement importants, même si l'intensité est courte, mais c'est accessible à un entrepreneur qui peut effectivement mettre sa santé en priorité avec un choix alimentaire cohérent qui lui convienne, un Mhm. rythme d'activité sportive qui lui convient, parce que bon, il y a le Ouais. CrossFit, mais il y a plein Mhm. d'autres activités. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es fatigué, lorsque tu as besoin de récupérer activement? Est-ce que tu as des routines, une formule secrète? Est-ce que que fais-tu? Euh, Bah, je dors. C'est- Tu fais Voilà, attention à ton sommeil? oui, enfin, c'est probablement, si tu veux, je dis souvent qu'il y a 3 pôles, quoi. Il y a donc l'activité physique, la nutrition et le sommeil. C'est Ouais, probablement sur le sommeil que je suis le moins bon, ouais, où je fais le moins attention, mais sinon, ça reste, enfin, je reste convaincu que c'est quelque chose d'extrêmement important, et donc c'est ce que je fais. Si je suis fatigué, je vais dormir plus tôt, quoi. ouais. Mais sinon, ça dépend aussi quel type de fatigue, hein. Hmm. Je sais pas ce que tu voulais exactement dire par là. Est-ce que c'est plutôt des courbatures ou c'est une fatigue parce que tu as eu 10 réunions sur la journée et Oui, c'est que... ça, un ensemble quand tu sens qu'éventuellement, tu vois, tu dois récupérer de manière active parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a un peu plus de stress. Bon, on a eu la période de Covid. Il y a une période où effectivement, entre mars 2020 et août 2020, où tu as eu ce mi-temps, ben, probablement que c'était une période un peu plus stressante. Euh, Clairement, l'activité sportive nous permet d'éliminer une certaine tension, un certain stress. Mais est-ce que à côté de ça, tu as des activités qui te permettent de te régénérer
activement, en dehors du sommeil? Ouais. Ben, du coup, il y a effectivement le jardinage alors, Ouais, c'est quelque chose de très apaisant. ouais, On ne sait pas s'énerver en faisant un potager. Ça, c'est vraiment, je ne connais pas quelqu'un qui. C'est impossible de s'énerver. Alors parfois ça pousse mieux, parfois ça pousse moins bien, mais s'énerver, ouais. je crois que c'est pas possible en faisant un potager. Il y a vraiment un côté apaisant. J'aime bien m'entraîner dans la nature aussi. Mhm. Hein, donc aller courir dans les bois. Certains vraiment utilisent ce qu'on appelle les bains de forêt. Tu as peut-être déjà entendu parler Ouais. au Japon, il y a un terme pour ça, je crois que c'est, je sais plus, Shirin-yoku, quelque chose comme ça. C'est vraiment l'idée d'aller, c'est presque une thérapie, quoi, d'aller Mhm. dans les bois et de se ressourcer grâce à ça. Moi, j'aime bien y aller en courant parce que j'aime bien courir, je cours pieds nus aussi. Mhm. Oui. Ce qui amène un contact aussi. Alors, je ne saurais plus tout à fait expliquer, mais il y a vraiment quelque chose dans le contact entre le corps et la terre, en fait, qui apaise pas mal de tensions et on le sent assez vite. Donc, ça, le fait d'aller courir pieds nus, c'est intéressant. Euh, dans le côté apaisant, il y a les enfants aussi. En fait, passer du Mhm. temps avec mes enfants, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, dans tout ce dont on a déjà discuté, il y a un point important, c'est que je suis devenu indépendant pour pouvoir justement m'occuper de mes enfants à certains moments spécifiques. En fait, quand mes enfants étaient encore la grande était à l'époque en maternelle, j'étais enseignant à Anderlecht, à Bruxelles, et donc j'habite à Genappe, en Brabant wallon, donc je partais très tôt le matin. Soit j'allais en transport en commun, soit en voiture, mais je devais de toute façon partir à 6h30 du matin de chez moi, Mhm. soit pour choper un bus, puis un train, puis un métro, soit pour être sur l'autoroute avant qu'il commence à y avoir des bouchons. Ouais. Tout nafter connaît ce genre de Ouais. problème. J'ai connu ça aussi. Donc voilà. Donc je partais très très tôt et puis je revenais, il était 17, 18 heures, quelque chose comme ça. Et je voulais vraiment, quand la grande arrivait en primaire, de pouvoir faire les devoirs avec elle quand elle rentrait de l'école, quoi, c'est-à-dire vers 15 heures. Et je ne voulais pas que mes enfants restent à la garderie enfin, de l'aube, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. Donc je voulais vraiment les amener à 8h30 quand ça commence et pouvoir aller les chercher à 15 heures, quoi, en gros. Et c'est pour ça que je suis devenu indépendant. Euh, et d'ailleurs, en fait, personne ne le sait, enfin, maintenant je le dis souvent, mais l'horaire à la base de CrossFit Nivelles était basé là-dessus. En fait, il y avait le premier entraînement du jour, c'était à 9h30. Pourquoi 9h30? Parce que ça me permettait d'aller conduire mes enfants à 8h30 à l'école, et puis de repasser chez moi, de me changer, peut-être de manger un petit bout, et d'arriver à la salle, d'ouvrir, de préparer tout. Premier entraînement à 9h. C'est pour ça qu'il n'y avait pas plus tôt à l'époque. Et du coup, je donnais les cours jusqu'à 15 heures. En gros, à 15 heures, j'allais chercher mes enfants à l'école, on faisait les devoirs, etc. Et je redonnais des cours le soir quand ma femme revenait et prenait la relève. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est important dans mon organisation. Tout Mhm. était basé là-dessus, en fait. Et encore maintenant, ils sont assez grands. Donc, enfin, le plus petit des deux est en sixième primaire. Et je vais toujours le conduire à pied à l'école. Et parfois, on me dit, mais il sait y aller tout seul, il est assez grand. Ouais. Mais en fait, j'aime bien. Donc, Ouais. je me lève assez tôt, je travaille. Et puis, à 8h30, en fait, ça me fait une petite pause. Je vais me balader avec lui, un chouette moment, on discute, je l'amène à l'école et puis je reviens, je vois d'autres parents, on discute, Ouais, c'est et même ça. chose à 15 heures, ça me fait une petite pause, je m'aère, je passe du temps avec mes enfants, je vois les autres parents de l'école, c'est toutes des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Oui, et tu montres là que tout ça est possible en étant indépendant, en ayant une famille, en ayant quand même, en tant qu'indépendant, des plannings qui pourraient être illimités, parce Mhm, qu'effectivement, tu pourrais donner des conférences ou donner des cours jusqu'à pas d'heure, parce que c'est mhm, possible. Mais ce qui m'interpelle dans ce que tu racontes, c'est que il n'y a pas un moment où j'ai entendu venant de ta part, je n'avais pas prévu de poser cette question, mais un moment où il y a eu une peur ou un frein. Parce que, OK, donner le premier cours de CrossFit à 9h30, c'est génial, mais il faut oser se dire, ben, c'est pas grave, les autres vont s'adapter. Quand tu lances une box CrossFit, ben, tu as peut-être plutôt envie de faire l'inverse. Allez, on premier cours à 6h30, le dernier à 22h30, parce qu'il faut que ça tourne là au départ, hein. Il y a des mhm. investissements, il y a du stress. Qu'est-ce qui fait que tu sembles, en tout cas de l'extérieur, avoir cette capacité de naviguer avec les changements, les transitions, de manière assez zen? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'en fait, c'était un espèce d'impératif, en fait, dès Mhm, le début. C'était ça, c'était ça je sais pas, ma ligne de conduite, ma consigne, c'était de pouvoir m'occuper de mes enfants dans ces moments-là. mhm. Et donc, au fur et à mesure que la salle s'est développée à CrossFit Nivelles, après, on a rajouté des cours plus tôt, mais alors, c'était pas moi qui les Oui, c'est donnais. ça. C'était, voilà.
du coup, la salle s'était développée, on avait engagé des coachs qui allaient coacher plus tôt. Mais moi, c'était vraiment une espèce de condition sine qua non, quoi. Oui. Et qui allait au-delà de la peur de ne pas avoir assez de clients, alors. Oui, oui, Oui. oui. Bon, enfin, au début, c'est toujours, tu vois, je ne perçois pas ça comme une grosse prise de risque parce que, bon, au début, une salle ouvre, il faut bien décider à quelle heure on donne le premier WOD, donc le premier entraînement. Et donc, bon, voilà, généralement, le premier que tu donnes quand tu ouvres ta salle, c'est pas directement à 7 heures du matin parce que tu risques d'avoir personne. Enfin, bon, donc, je ne perçois pas ça comme un gros risque, mais c'est sûr que c'était une condition, quoi. Et Ouais, en fait, j'aurais probablement pas été là-dedans avec mes associés de l'époque et tout si j'avais pas eu cette possibilité-là c'est ça. de pouvoir garder ce moment vers 8h30 du matin, enfin, l'arrivée à l'école et la fin de l'école. Ouais. Et alors finalement, quel est le plus gros risque que tu aies pris sur ta carrière, dans ta carrière? Euh, Peut-être un gros risque, donc justement comme CrossFit Nivelles allait bien, on était 3 associés, puis on a eu des problèmes avec un associé. Et là, c'était vraiment un gros problème et il a fallu prendre une décision rapide de me retirer pour finalement céder mes parts au troisième, celui avec qui on n'avait pas de problème, avec qui je garde de très très bons contacts. On a continué longtemps à travailler ensemble, mais du coup, je lui ai cédé mes parts et j'ai lancé ma société tout seul, du coup, ce Mhm. qui était un plus gros risque C'est ça. que de le lancer à 3. Et puis, tous mes autres changements étaient vraiment des changements assez progressifs. Là, ça a Mhm. été un peu plus direct, quoi. C'était un C'est peu ça. forcé par les choses. Mais au final, c'était vraiment pour un bien, pour tout le monde, pour la salle qui, du coup, s'est très, très bien développée parce que celui qui a repris, il a vraiment très, très bien fait ça. Et moi, du coup, j'ai pu développer d'autres activités et c'est là que j'en suis maintenant. Et je suis très content de ne pas avoir continué simplement à faire ce que je faisais et donc donner des watts toute la journée. C'est ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, ton entreprise, tu arrives à continuer à la gérer avec un mi-temps à côté suite à Mhm. la période Covid. Et Ouais. justement, durant cette période, parce qu'aujourd'hui, quel que soit l'endroit où on est à travers le monde, depuis 2 ans, ça a énormément changé. Mhm. Les entrepreneurs ont vécu sans doute beaucoup d'anxiété durant 2 ans. En ce moment, l'atmosphère est encore quand même un peu anxiogène. Qu'est-ce que Mhm. tu pourrais donner comme conseil en tant qu'entrepreneur à d'autres entrepreneurs qui ont l'impression que ils ne maîtrisent pas l'environnement, qu'ils sont fatigués, stressés, ils n'arrivent pas à se reprendre. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Eh bien, peut-être ça va paraître un peu pompeux de parler de ça, mais j'apprécie fort la philosophie stoïcienne. Oui, Je ne sais pas si tu vois oui, ce dont je parle. Euh, Finalement, tu as dit un truc important là. Tu as dit l'anxiété qui vient du fait qu'on ne maîtrise pas l'environnement extérieur. mhm, En fait, le stoïcisme apprend à essayer de maîtriser ce qu'on peut maîtriser et à pas essayer de maîtriser ce qu'on ne peut pas maîtriser. Et donc, il y a mhm, d'office des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et le fait de le savoir et de se dire, je vais me concentrer sur ce sur quoi j'ai un vrai pouvoir. Ok, et donc, il y a l'activité, vraiment mon activité en tant que telle, ce que je vais donner heure par heure, en gros, comme l'énergie que je vais mettre là-dedans, le professionnalisme que je vais essayer de mettre dans ce que je fais, la passion que je vais essayer de mettre dans ce que je fais, etc. Ça, je peux le maîtriser. Donc, du coup, j'essaye de bien faire. Et puis, tout le reste, bah, oui, il va arriver des choses extérieures qui ne sont pas agréables, qui ne sont pas voulues, mais ça, c'est pas de ma faute. De toute façon, ça ne sert à rien que je me stresse là-dessus parce que j'ai aucun pouvoir là-dessus. Et donc, je me concentre sur ce que je sais faire, etc. Et mhm, donc, finalement, c'est exactement ce qu'on a fait quand on a appris, donc évidemment, quand on a appris que les salles devaient fermer, donc en mhm. mars 2020. Donc moi, j'étais encore en gros full-time là-dedans parce que donc, j'avais créé ma société, mais la plupart de mes clients, c'était des salles CrossFit. Euh, Évidemment, on se dit, bon, ben, voilà, on ferme, qu'est-ce qu'on fait? Et je travaillais beaucoup avec CrossFit Nivelles et on s'est dit, ben, on va faire le seul truc qu'on sait faire finalement, c'est proposer des entraînements donc fonctionnels, constamment variés à haute intensité, c'est-à-dire du CrossFit. Et on va essayer de se baser là-dessus et amener une plus-value aux gens. Ok, on va essayer, et alors, tout ce qui a été décidé, tout ce qu'on a mis en place durant cette période-là, bah, c'était simplement ça. On se concentre sur ce qu'on sait faire et on va continuer à le faire. De toute façon, on ne contrôle pas. La pandémie, on ne la contrôlait pas. Les décisions du gouvernement, on ne les Non, contrôlait pas. On a bien essayé de se mobiliser en tant que salle, etc. Mais bon, ça n'a pas vraiment été un succès comme tous les autres, tous ouais, les autres secteurs qui ont essayé de se mobiliser. Et donc, voilà, le fait d'avoir cette idée-là, hein, enfin, cette philosophie en tête, je pense,
que c'est intéressant. Il y a plein de livres qui sortent actuellement justement à destination des entrepreneurs avec le stoïcisme. Il y en a un stoïcien très connu qui s'appelle Marc Aurèle qui expliquait très clairement, je ne sais plus exactement la phrase, mais il dit Oui, oui. attends-toi le matin à ce que, et alors il cite tout un nombre de choses désagréables qui vont se passer. Il y a des gens qui vont être méchants avec toi, il y a des gens qui vont te trahir, il y a des gens qui vont essayer de te voler, etc. Sache-le, ok, comme ça, si tu pars de ça. Si ça n'arrive pas, bah, c'est que du bonus finalement. Si finalement tu as une journée qui est super avec que des gens gentils et qui t'aident, etc., bah, c'est très très bien, c'est du bonheur en plus. Mais si ça arrive, bah, au moins tu t'y attendais et donc du coup, t'es pas triste par rapport à ça, tu Mm. n'es pas frustré, etc. Je pense que quand tu es entrepreneur, quand tu te lances en Belgique, typiquement, si tu t'attends à ce que tu reçoives plein d'aides, en particulier de l'État, que tout le monde soit bienveillant avec toi et tu vas être déçu et Compréhensif et frustré. rapide. Voilà, tu vas être déçu et frustré, tu Ouais. vois. Donc, du coup, c'est mieux de se dire, ça va pas être facile, ça va être de la galère, l'État n'est pas là pour aider les entrepreneurs en Belgique. Et donc, du coup, au moins, tu le sais, quoi. Ouais. Chaque coup que tu te prends, tu le sais, quoi. Voilà. Et donc, est-ce que tu pourrais partager avec nous exactement comment tu as vécu, toi, en tant qu'entrepreneur, cette décision en mars 2020, les les premiers contacts que tu as eus avec Nivelle, justement, pour savoir rebondir, et qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour pouvoir tenir les premiers mois? Ben, donc, on s'est dit, voilà, on va, après, disons, les premiers jours, un peu de flottement, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, Ouais. quoi. Et donc, on s'est dit, bon, on va fournir un entraînement par jour aux adhérents, quoi. On va essayer de faire ça bien avec une vidéo explicative Ouais. pour essayer de garder le contact. On s'est dit, il y a C'est ça. deux choses importantes, finalement, c'est le contact, hein, et l'entraînement qu'on peut fournir, quoi. Donc, il y a eu des réflexions aussi, donc chaque salle a un peu géré différemment ces choses. Il y a des salles. La grosse question, c'était est-ce qu'on prélève des abonnements ou pas? Ça, c'est la question que toutes les salles se sont posées. Et nous, on est reparti de zéro. On s'est dit, on va essayer de réfléchir à quelle est la valeur de ce qu'on peut proposer maintenant et on Mhm. va proposer un prix par rapport à ça. Ok, donc, c'est pas, on ne voulait pas que les gens nous fassent la charité, par exemple, et payent des abonnements alors qu'ils Il n'y avait ne les ont rien. plus, etc. On voulait qu'ils payent pour ce qu'on pouvait leur fournir à ce moment-là. Et donc, on a fait tout un calcul par rapport à ça. Et l'immense majorité était très, très bienveillante, même si il ne faisait pas toujours les entraînements à domicile parce qu'on s'est rendu compte que pour beaucoup, c'était dur d'arriver à se motiver. On s'est vraiment rendu compte de l'importance de la salle, en Du fait, contact. Oui. du contact et le fait de se bouger de chez soi, de venir à la salle, etc. Et que pour beaucoup, c'était quand même dur, malgré tout ce qu'on mettait en place, d'arriver à se motiver le soir à 17h à faire quelque chose. Mais on gardait, on a fait des discussions tous les jours. C'était je sais, non, je sais plus si c'était tous les jours ou pas, mais on faisait très régulièrement ça, à la même heure, juste un petit live, une petite discussion comme ça pour voir comment tout le monde allait. Et voilà, c'est ça qu'on a mis en place. On a essayé de Mhm. se concentrer sur le noyau de ce qu'on proposait en temps normal et de l'adapter aux conditions, quoi. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Au final, CrossFit Nivelles a perdu très peu de monde C'est ça. durant la pandémie. Au fur et à mesure que ça changeait, donc tu sais, il y a eu le moment où on pouvait réentraîner, mais en extérieur. Et puis Ouais. après, bah, il y a eu plein de petits changements comme ça, parfois des retours en arrière. Bon. Mais on est arrivé à passer ça comme il fallait, quoi. Et donc, toi, étant donné que tu n'étais plus gestionnaire justement de la boxe de Nivelles, quel a été ton rôle en tant que consultant, conseiller Mais qu'est-ce que à tu as, l'époque, quelle était ta valeur ajoutée parce que là, tu n'avais plus le rôle du coach, tu avais le rôle non. de consultant externe. Donc, justement, à ce moment-là, en fait, CrossFit Nivelles me déléguait toute la communication. OK. Et forcément, il y a un moment où une salle CrossFit n'était plus que de la communication, puisqu'on ne pouvait plus rien faire d'autre que proposer des choses en ligne, Hmm. communiquer en fait avec les gens. Donc du coup, voilà, c'est ça que j'ai fait, c'est ça que je faisais à ce moment-là. Et donc, si maintenant on termine cette interview avec ce que tu fais aujourd'hui concrètement, Mhm. si les personnes qui nous écoutent ont apprécié ce que tu disais, ont envie de s'intéresser un peu à ce que tu fais. Moi, personnellement, les premières fois où j'ai découvert tes articles, c'est ça qui m'a interpellé, c'est ta plume, c'est la manière dont tu pouvais aborder un domaine, mais avec
une expertise et un autre backpack, puisque ceux et celles qui vont, et ça c'est la première chose que je pourrais vous conseiller, c'est d'aller voir, je le mettrai en descriptif, le TED Talk de Yves, qui est vraiment très très sympa. Et donc, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui? Où peut-on te trouver et comment peut-on te suivre? Donc, j'ai deux activités principales au Mhm, niveau vraiment travail, quoi. Donc, comme tu disais, j'ai un mi-temps au Centre culturel de Genappe où je suis chargé de mission jeunesse et citoyenneté. mhm. Donc, c'est pour faire des projets avec des jeunes et pas que à Genappe parce que c'est un financement pour travailler sur trois communes, Ok. Genappe, Villers-la-Ville et les Bons-Villers. Et donc, c'est pour faire du développement local dans ces communes qui sont rurales ou semi-rurales, donc avec les jeunes autour de la citoyenneté et du patrimoine. Donc ça, c'est une partie de mes activités et c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est assez passionnant de faire ça. Et puis, l'autre partie, c'est avec ma société Innovons, comme tu l'as dit, où je mets en place des dispositifs participatifs. Donc en gros, ce sont pour beaucoup maintenant des communes ou des collectivités locales qui veulent en fait impliquer leur population d'une manière ou d'une autre Ok. dans un plan d'aménagement urbain ou rural, quoi. Ils veulent revitaliser leur centre-ville, Mhm. ouais, mais ils veulent impliquer la population dedans. Et donc, je propose des outils qui vont de l'enquête pure jusqu'à des ateliers participatifs, on appelle ça des ateliers urbains ou des marches exploratoires, où vraiment on crée du débat, on crée de la délibération, quoi. Parfois, je mets en place aussi des budgets participatifs dans les communes. Ok. C'est super intéressant aussi. Je travaillais comme ça sur des communes variées comme Genappe, forcément où j'habite, mais aussi Nivelles, Neufchâteau, Couvin. Ouais, j'ai travaillé sur pas mal de communes comme ça. C'est Et ça. c'est assez fascinant à chaque fois de mettre en place ce genre de dispositif. Euh, j'ai aussi, je garde aussi une petite activité vraiment liée à la nutrition, qui est le fait d'écrire dans une revue qui s'appelle Néo Santé, où Oui. j'écris chaque mois depuis, c'est le 120e numéro, si je ne me trompe pas, et donc ça fait un peu plus de 10 ans. Oui, parce que Euh, tu es parti, tu as commencé dans Néo Santé dès le départ, hein, si mes souvenirs sont oui, bons. c'est ça, au premier Oui, c'est numéro. ça. Oui. Et donc j'écris, j'ai une rubrique qui s'appelle le modèle paléo, et donc j'écris sur tout ce qui touche à le fait d'appliquer les principes de l'évolution dans l'approche de notre santé. Oui. Alors, bon, je ne suis pas médecin, évidemment, donc ça reste des conseils très très simples. Tout est toujours sourcé scientifiquement, c'est-à-dire que je Oui. ne me base que sur des articles scientifiques. Mais évidemment, je ne me lance pas dans le fait de soigner les gens. C'est vraiment juste une approche, réfléchir à notre santé, notre alimentation beaucoup. Et puis j'ai un blog, c'est très simple, c'est ifpad.com, Oui. où je mets en gros tous mes articles. Et là, il y a pas mal d'articles finalement qui sont des manières de théoriser ce que je fais, plus sur ce qui concerne la démocratie Oui. participative, etc. pour l'instant. Parfois un peu plus du développement personnel, les notions d'empowerment, etc. Donc là, je publie, en fait, je centralise un peu tout ce que je publie là-dessus. J'aime bien garder en fait ce lien entre vraiment de la pratique, avoir les mains dans le cambouis, comme on pourrait dire, tu vois, d'aider des communes à régénérer un peu leur démocratie, aider les jeunes sur les territoires à faire des choses, etc. Et en même temps, de pouvoir avoir une approche théorique par rapport à ça. Et donc, c'est ce que j'essaie d'écrire sur mon blog. Et puis après, sur la plupart des réseaux sociaux, c'est toujours très, très simple. C'est toujours IFPAT, que IFPAT. ce soit Oui. sur Facebook, Instagram LinkedIn, ou... Instagram. Oui, voilà, j'avais vérifié ça. j'ai fait ça un peu. euh, et j'ai même vu que ton ancien blog est toujours là. Ceux qui veulent voir C'est ça. Sport is Everywhere, je pense, .com. Sportice Everywhere est toujours là. On m'a même proposé, alors c'est un truc que j'ai découvert aussi, ça, c'est des gens qui rachètent des vieux blogs, Oui. en fait, parce qu'il y a toujours des liens qui vont dessus. Et donc, ils rachètent les pages, ils changent le contenu, mais en fait, leur nouveau contenu est tout de suite bien référencé. C'est un truc nouveau. Je ne m'y connais pas si bien que ça en tout ce qui est informatique, etc., mais c'est un nouveau truc. Et donc, on m'a proposé de le racheter, mais en fait, moi-même, je continue à aller revoir parfois des articles quand je me dis, ouais, j'avais écrit ça, il Oui. faudrait que j'aille retrouver. Et je sais qu'il y a toujours des gens qui vont voir dessus. Donc, tant que WordPress le laisse en ligne, je le laisse en ligne. Mais en tout cas, un tout grand merci Yves, pour ton temps. J'ai vraiment Avec apprécié plaisir, merci à toi. cette conversation. J'espère que Mhm. ça a été inspirant pour ceux qui nous ont écoutés. Écouter Mhm. un sociologue parler de CrossFit et de projets participatifs, bah, pour moi, je Mhm. trouve que c'est une pépite. Allez Mhm. également écouter son TED Talk qui s'appelle Les 5 étapes pour réorienter sa carrière.
Oui, c'est ça, ou changer d'activité professionnelle, je Voilà. crois. Je Mais sais je plus mettrai de le toute titre sur façon, YouTube, mais voilà, je mettrai le lien. Et donc, d'ici notre prochain invité, je vous souhaite à toutes et à tous une belle fin de journée, de soirée. Prenez soin de vous. Et Yves, au plaisir de se recroiser à l'occasion. au plaisir, merci à toi et bravo pour ce que tu fais. C'est génial pour les entrepreneurs d'avoir comme ça des choses, allez, des ressources en plus, enrichissantes. C'est vraiment super, bravo à toi. Ben, merci à toi, Yves. En tout cas, ça me touche beaucoup et je te remercie d'avoir pris ce temps-là. À très bientôt, tout le monde. Ciao. Au revoir.